ravi de vous retrouver pour un super direct. On est en direct ici, chez moi, avant, mais on va partir à Cahors, au Clos Trigdina. L'idée, c'est quand même d'inviter, voilà, un peu, on va chez Jean-Luc Badès, qui va transmettre, en fait, son domaine à sa fille Juliette. Alors, il doit être connecté. Pour l'instant, je n'ai pas de demande de participation. Je ne suis pas très inquiet. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour ce direct qui est assez sympa parce qu'on va dans une région qui est fantastique, qui est Cahors. Je pense que tout le monde connaît. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, à envoyer une demande pour faire partie de votre vidéo. Nickel. Et Juliette vont nous rejoindre. Et on va partir à Cahors. C'est un bel endroit. En plus, ils sont dans les vignes, je crois, donc ça va être sympa. Et on va vous situer un petit peu Cahors, qui est en plein dans le sud-ouest, et un terroir très particulier, qui est assez remarquable. Voilà. Bon, j'espère que ça fonctionne. J'ai accepté la demande. Je me sens tout seul chez moi, mais c'est pas pour longtemps. Donc oui, Cahors, c'est une belle appellation. On est en plein cœur du sud-ouest. En plus, ce qui est intéressant, parce que on est à égale distance, en fait, entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. Et en même temps, un peu plus au sud, on a les Pyrénées. Donc ça donne un terroir très, très intéressant. Puis au niveau climatique, ça l'est d'autant plus. Mais ce sera évidemment Jean-Luc et Juliette qui pourront nous en parler d'autant mieux, qui seront sur place. Clotrina ne peut pas se joindre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Lancer un direct avec Claude Tribuna, oui. Je dis OK. Vive le Malbec. Ouais. Enfin, le co. Et enfin, l'Auxerrois. Voilà. Je me sentais tout seul. Salut Juliette. Salut. Salut Jean-Luc. Oui, On s'est croisés, mais il y a déjà bien longtemps, je crois. oui, ça fait un peu de temps, oui, ça fait trop longtemps d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Et puis c'est vrai que j'ai grandi, j'ai vieilli aussi. Voilà. Donc c'est la loi de la vie. J'espère. Ouais, tout va bien. En tout cas, j'ai l'impression qu'il fait beau et chaud chez vous. Il fait un temps magnifique, voilà. C'est vraiment, on est au milieu des vignes, tout près de la maison familiale, voilà. Ah, Cadre. on entend des cigales? Hein. Génial. Vous êtes mieux là-bas que chez moi. Il va faire chaud ici. Donc l'idée, c'est évidemment, alors le Clos Tribuna, je connais un peu parce que en fait j'ai une anecdote qui est assez intéressante et c'est une petite surprise en fait. Moi, après Guy Savoie, je devais travailler en fait à la Tour d'Argent et j'avais 3 semaines en fait de libre et j'étais jeune à l'époque et j'ai dit tiens je vais partir en Alsace dans la Vallée Noble à Sotzmat chez un vigneron iconoclaste qui s'appelle Sepi Landman et en fait il faisait des vins de glace entre autres vins superbes dans l'usine Kopflé et donc j'ai bossé 2 semaines là-bas. Alors c'était intense hein. Et en fait un soir on part donc dans le village de Soutmat et on va dîner dans un logis de France. Il y avait une super carte des vins. Et du coup, on a pris un Prince Probus 94. C'était en 98. Et j'ai un souvenir impérissable. Pourquoi? Alors, c'était un vin qui, on l'a ouvert, il s'ouvrait pas, quoi. Il était bloqué. Il était capricieux, il avait encoché le frein à main, tout ça. J'ai dit, merde, c'est bizarre. Et puis je dis, bon, c'est pas grave, on ramène la bouteille, on l'avait mis en carafe, on l'a mis dans la bouteille, et on l'ouvre le lendemain, enfin, la rouvre le lendemain, et là, c'était fabuleux. Voilà, c'était fabuleux. Souvenir du réglisse, chocolat noir, After Eight, menthol, enfin, hyper, voilà. Et je pense que le style de l'époque n'est plus forcément tout à fait le même que maintenant, j'imagine. Enfin, ça a dû changer. Mais je voulais partager ça avec vous parce que c'est vrai que c'est un souvenir qui, en tout cas, moi, est marqué. Alors que j'étais en plein cœur d'un terroir en Alsace. Tiens, voilà, un vin du Sud-Ouest, Prince Probus, dans les verres. Voilà. Oui, c'est pas comment nous avons de l'Alsace dans notre cave aussi. Ah. Bah oui, c'est bien. C'est à ça qu'on voit les très bons vignerons généralement, qui sont très ouverts et qui sont très curieux de ce qui se passe aussi ailleurs. Et je pense que soit Juliette, évidemment, qui maintenant depuis quelques années aussi, tu nous raconteras un peu ton parcours, parce que tu as pas mal bougé justement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de s'ouvrir l'esprit. Et c'est ça les vignerons quand ils goûtent que les vins, voilà les leurs, quoi, ou ceux des potes. Voilà. Moi j'aime bien quand je vais voir les vignerons. Souvent, je fais un tour dans leur cave et je tiens, qu'est-ce que boivent les vignerons? Et ça, c'est assez éclairant, je trouve. Mon meilleur ami alsacien, il est d'Amerschwir. Il s'appelle Yves Dichelet. Il fait aussi du très très bon vin. Ouais,
en Alsace, c'est vrai que c'est une terre assez incroyable de vin. Et en plus de vignerons qui sont consciencieux et rigoureux. Tant dans le travail des vignes, c'est assez exceptionnel. Enfin, depuis 10 ans, des fois, j'y vais et j'ai dit waouh. Et je pense que c'est une coopérative. Par exemple, je savais même pas que c'était des vignes du coopérative, mais j'ai tenu comme ça. J'ai waouh, respect. J'imagine pas trop. Enfin, et autour, voilà, c'est top. Donc c'est cool. Donc je veux dire, voilà, on va présenter justement le Cahors déjà dans un premier temps parce que le Clos Triglénat est à Cahors. Et du coup, moi, je disais juste que ce qui est intéressant, c'est que quand on se met à l'esprit des personnes qui sont avec nous, qui peuvent réagir, poser des questions, c'est Cahors, en fait, est un peu un carrefour, c'est-à-dire qu'on est en plein cœur, en plein centre, d'un triangle entre à équidistance, à peu près, hein, entre l'océan Atlantique, la Méditerranée, et plus au sud, en fait, les Pyrénées. Et les barrières. Et ça, c'est intéressant parce que ça implique justement, enfin, ça signale pas mal de choses, et c'est ça qui donne naissance à des facteurs climatiques et aussi des facteurs environnementaux qui sont spéciaux, qui sont assez géniaux. Enfin, je ne sais pas si j'ai tort ou pas, mais il me semble que c'est ça. Du fait d'être à peu près à égale distance de la Méditerranée, de l'océan et des Pyrénées, ça nous permet d'avoir un climat particulier, tantôt à la fois océanique et également méditerranéen. Donc, en général, début de la saison, c'est océanique, il pleut, la vigne a besoin d'eau aussi. Et puis, sur l'arrière-saison, ben, il y a le vent du sud qui souffle, le vent d'Espagne, le vent d'OTAN. Et ça nous permet d'avoir de très très belles maturités de Malbec qui est un cépage qui a besoin de bien mûrir pour donner l'excellence. Ouais, c'est ça. Et il faut que les raisins soient bien mûrs. Et ça tombe bien parce que les arrière-saisons sont assez excellentes et ils sont bénéfiques pour ça. En gros, c'est facile. J'imagine qu'à Cahors, on se dit, mais en fait, on prend que les avantages en fait de chaque de chaque facteur en fait. Ça, c'est génial, le facteur climatique. Donc ça, c'est super. Donc ça, c'est bien pour poser le cadre. Mais du coup, on est où en fait? Parce qu'on est en plein cœur, en plein centre de ce triangle-là. Mais si on va un petit peu plus loin, c'est un paysage à donner en fait de terroir cadurcien. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Cahors, les cadurciens. C'est ça. Tout à fait. Et ouais, du coup, c'est vallonné, c'est quel type de sol? Alors, il y a une nuance, enfin, il y a beaucoup de nuances en termes de terroir et de sol. Ça, c'est quelque chose qui est très marqué à Cahors. Mais si on devait faire simple, comment on pourrait expliquer ça? En fait, c'est bien de poser la question parce qu'on est en plein travail sur la valorisation de nos terroirs. Voilà. Donc, pour ce faire, on a créé en 2007, on a créé une trilogie partant de 3 terrasses différentes. Vous avez le Lot qui fait son petit parcours et ses méandres. Et nous sommes dans une large boucle, double boucle, donc double méandre. Et ces méandres, elles dessinent un petit peu le contour de notre vallée, au milieu des vallées au milieu de la vallée du Lot, pardon, au milieu de la Ouais, vallée du Lot, cette vallée très particulière de Vire, puis d'Évêque, Forêt-Sasse, où est implanté notre vignoble. Donc nous sommes, nous, à la croisée du chemin, et donc nous avons des deuxième, troisième et quatrième terrasses sur 3 communes différentes, et donc avec des sols, des climats bien différents. Ce qui fait qu'on peut expliquer qu'il n'existe pas qu'un seul et unique Cahors, il existe quasiment un Cahors par parcelle. Donc on a créé cette technologie qui a un côté bien pédagogique sûr. et qui fait bien justement ces différences de terroir. Ouais, c'est important parce que la lecture est différente quand on comprend ça. Et quand vous avez des clients qui viennent peut-être chez vous, c'est vrai que c'est beaucoup plus lisible, compréhensible pour eux. Et là, du coup, donc, Jean-Luc, ça fait combien de temps que tu es au domaine maintenant, Moi, enfin, que tu as repris le ouais, domaine? j'ai déjà d'abord fait mes études en Bourgogne, donc Ouais. très imprégné de la culture bourguignonne. J'ai commencé à travailler en 1977, une année de gelée comme cette année. Voilà, moi je suis en fin de carrière, maintenant c'est Juliette qui prend le relais. C'est ça, on va y Ah, venir. Juliette, t'inquiète pas, pas que Juliette trépigne derrière, voilà, mais ça va être à elle de parler. également, mais bon, on arrivera quand même à faire du vin à Trigodina, ça c'est pas si mal. Voilà. J'ai démarré en 77, j'ai travaillé, au début j'ai aidé mon père, ouais, gentiment, j'étais même pas salarié. J'étais aide pour le domaine. Et puis ensuite, je suis passé associé avec mon papa. On a créé un GFA. Et puis un peu plus tard, on a créé une SCA pour la production. Voilà, j'ai travaillé à peu près une dizaine d'années avec papa. Voilà, c'était un travail agréable. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai bénéficié de son expérience, celle de mon grand-père aussi que j'ai bien connu et de mon arrière-grand-père. Ça, c'était important. La succession semble un petit peu compliquée puisque nous étions 4 enfants.
Donc j'ai décidé à un moment donné un peu de booster un petit peu les choses et je suis parti travailler à Bordeaux. Donc j'ai fait des études commerciales parce que je sentais qu'il me manquait un petit peu cette technicité du commerce. Je Et suis c'est pas pour rien que Juliette a fait la même chose il y a pas longtemps, je crois, au Canada, hein. passé à étudier le commerce, le marketing, ce qui m'a servi. Ensuite, je suis allé travailler pendant 2 ans sur Bordeaux et notamment au Château Coutet, qui est un cru classé de Barsac-Sauternes. Et comme par hasard, bien, le propriétaire, c'est un Alsacien et cet Alsacien, Monsieur Bali, eh bien, c'est un homme qui a de la rigueur et il m'a appris justement cette rigueur alsacienne que j'ai Voilà. appliquée ici à Rigodina. Ça m'a bien aidé. Génial. Donc, on parlera un peu plus tard justement des changements qu'il y a pu avoir en fait depuis ta succession à toi, Ouais. parce qu'évidemment à ce moment-là on faisait pas les mêmes vins qu'actuellement. Évidemment, je parle pas de révolution, je parle de fines évolutions qui font dans le temps, non pas forcément pour répondre à une demande de notre clientèle, mais parce que le vin évolue aussi. Mais du coup là, il y a Juliette qui est à côté de toi et Juliette c'est ta fille. Oui. Oui. Maintenant, Juliette, il y a une transmission qui se fait et c'est toujours, moi, par expérience, hein, je voyais beaucoup de vignerons dans leur domaine et il y avait parfois des vignerons qui étaient en pleine transmission et c'est toujours un moment délicat, forcément. Mais ça semble plutôt bien organisé, bien se faire au Clos Truc-Déna. Ouais. Donc Juliette, à toi maintenant, présente-toi Merci. et raconte-nous. Très professionnel, Juliette. Bah, ça va, j'ai été à la bonne école, je pense. Parce que donc, nous, alors on est aussi plusieurs enfants, comme il était à la génération de mon père. On est 5. Donc j'ai 3 grandes sœurs qui sont mes demi-sœurs et qui, pour le moment, ne sont pas orientées vers le domaine. Moi, je suis la 4e et après, j'ai un petit frère qui s'appelle Jean, comme mon grand-père. Qui lui fait des études de paysagisme et qui s'intéresse doucement à pourquoi pas venir me rejoindre par la suite au domaine. Et moi là, je suis revenue il y a quasiment tout pile 1 an, suite à plusieurs expériences à l'étranger. En fait, j'ai fait des études commerciales et de viticulture et d'œnologie. Et de par ces études, en fait, j'ai beaucoup été incitée à partir à l'étranger, parce que Ouais. c'est des études internationales. Donc j'ai bossé en fait dans différentes caves. Je suis allée en Nouvelle-Zélande faire des vinifs, en Argentine 2 fois, en Italie et j'ai fait aussi une expérience au Canada qui était pour connaître le fonctionnement du monopole et avoir plus une vision commerciale. Et aussi, ouais, j'ai fait un semestre de viticulture et œnologie à Madrid, en Alors, Espagne. c'est marrant parce que il y a pas en fait la Nouvelle-Zélande. Évidemment, on pense souvent au Sauvignon, hein, donc c'était sans doute pour les blancs. Et c'est vrai que bon, il y a un petit peu de blanc aussi à Cahors. On n'y pense pas, mais des jolis vins blancs en plus. Notamment, j'avais souvenir de vignes qui étaient plantés par l'an de Rocamadour avec un microclimat intéressant. Et on avait aussi vous avez des chardonnays et aussi un petit peu de viognier. Je crois que vous avez une cuvée d'ailleurs de blanc à ce sujet-là. Mais surtout quand tu nous dis tiens, on va en Argentine, c'est pas pour rien. Hein, c'est bien calculé quand même. Ouais, parce qu'on entend tellement parler du Malbec argentin. On peut même aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Et c'était super intéressant parce que ils sont très très forts commercialement. Ouais. En œnologie, c'est pas le même style de Malbec que chez nous parce que c'est pas du tout les mêmes climats. Rien à voir. Là, Carrément. travailler, c'était à 1700 mètres d'altitude. Ouais. Donc là, c'est plus de. C'était où? C'est vers Cafayate? Enfin, t'étais non, même plus haut que ça d'ailleurs. C'est dans la vallée des Uco. Donc c'est une vallée, Ouais. mais pas à 1700 d'altitude parce qu'il y a les montagnes qui sont encore plus hautes juste à côté. Ouais, avec Mais la cordillère des Andes juste en arrière-plan. C'est ouais, joli. c'est magnifique. Et après, par contre, je suis allée visiter les vignobles du côté de Cafayate et Salta, et là, c'est encore plus haut. C'est des vins qui sont exceptionnels. Il y a une très belle finesse et fraîcheur. Mais ça n'a rien à voir avec les Malbecs de chez nous, parce que là-bas, on va avoir plus un équilibre en fait, entre l'alcool et l'acidité. Ouais, carrément. Euh, Je crois que vous avez un coucou là sur le chat de Jérémy. c'est- Voilà, salut Juliette et Jean-Luc, que j'ai eu hier rapidement en échange. Ah, je crois que vous le connaissez bien. Salut, Jérémy. Voilà. Ouais, alors ouais, c'est intéressant parce que évidemment le Malbec en Argentine, on y pense tous, et c'est vrai que quand on fait une dégustation de vin, il y a toujours à un moment où on dit tiens, une confrontation entre les Malbecs qu'on a évidemment en Argentine et à Cahors, mais ça n'a rien à voir, et c'est ça que c'est intéressant au niveau climatique bien évidemment, mais aussi dans la façon
dans le style sans doute qu'on veut donner au vin. Je pense qu'il y a des vins très aménagés généralement dans ces régions-là pour l'usage des consommateurs qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui vont consommer du Cahors chez nous en France ou ailleurs. Forcément, je ne vois pas un vigneron à Cahors faire des vins de style, c'est impossible, mais d'aller dans ce style un peu très, parfois un peu, comment dire, plus tassier, j'ai envie de dire, mais c'est dans l'esprit, hein, mais voilà. Et en tout cas, c'est intéressant. Et après, il y avait aussi, tu m'as dit, ouais, alors l'Espagne, pourquoi? L'Espagne, c'était plus l'approche chaude, de la chaleur, c'est ça, comment je pouvais choisir entre 4 universités pour ma deuxième année, donc soit Allemagne, soit Italie, soit Portugal, soit Espagne. Et Espagne, il y avait tout un module qui était plus sur la sécheresse, le champ, etc. Donc, c'est celui qui me plaisait le plus et c'était le seul où les cours étaient en espagnol. Et vu que par la suite, je savais que je voulais aller en Amérique du Sud, en Argentine, c'était plus facile. C'était bien calibré, hein, c'est bien, c'est un parcours qui est cohérent, intelligent. Et oui, la gestion de la sécheresse, bah forcément, quand on est dans le sud-ouest, forcément, ça compte aussi. Donc, c'est un peu l'Espagne déjà un peu un laboratoire en fait de ce qui se passe, comment ça se passait chez nous. Donc ça, c'est intéressant aussi d'aborder la question. Donc voilà, bah, en tout cas, merci pour cette présentation. Et maintenant, maintenant, c'est la transmission. Donc, à quel moment, Jean-Luc, à quel moment ça s'est décidé de se faire? Ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment où, en tant que papa, depuis le temps qu'on est au domaine, qu'on a pris la place, hein, qu'on a imprégné en fait le domaine de Jean-Luc Badès, forcément, il y a un moment, à quel moment on se dit, c'est le moment, à terme, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou 10 ans, 15 ans, je ne sais pas depuis combien de temps ça se mûrit. À quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai ma fille qui est là, je pense qu'elle est prête, elle a envie, tout ça, et ça se prépare. Et comment ça s'est préparé en fait? Déjà de ton côté, puis après peut-être de ton côté. En fait, dans notre culture, un domaine comme celui-ci, eh bien, on le reçoit, on le développe et on le transmet. Voilà. C'est la logique des choses chez nous. Moi, ça s'est passé un peu comme ça. Hein. J'ai reçu le domaine et je me suis investi énormément dessus pendant toute ma vie. Hein, c'était une passion, une véritable passion. Et puis maintenant, eh bien, j'arrive à un âge où il faut transmettre parce que je fatigue plus vite, et puis j'ai peut-être moins de lucidité, puis il faut du sang neuf à un moment donné aussi. Ouais. Juliette, tout le monde a plein de nouvelles idées, ça bouillonne dans sa tête, et donc il faut la laisser s'exprimer. Voilà. Donc je sens qu'elle est prête. Elle est vraiment très investie et elle est compétente. Donc quoi de plus naturel que de céder la place. Voilà. Ouais. Donc, Oui. moi, entrepreneur, et ce d'autant plus que elle veut revenir au domaine et son frère également. Bah, génial. Donc c'est formidable. S'ils s'entendent bien, ils vont faire une super équipe. A priori, à chacun sa partie, puisque a priori, lui serait plutôt sur la partie je trouve, végétale et peut-être la valorisation de l'outil végétal. Ça, voilà. Et il a des idées de décorer le vignoble, de l'embellir, en fait, qu'il n'y ait pas qu'un champ de vigne. Il faut qu'il y ait la vigne, mais qu'il faut qu'il y ait des cyprès, il faut qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait des haies. On est en train de reconstruire tout ça petit à petit. C'est bien. Les gens, il va s'occuper de ça et s'occuper également d'assister Juliette dans la production du vin. Je pense que ça fera un bon binôme, oui. Voilà. Non, mais c'est top. Alors, il y a un binôme, il y a aussi toujours la bienveillance du papa et la maman aussi qui est là. Hein. Nous, on est là. On est là pour accompagner. Voilà. Alors, des fois, on fait part un petit peu de notre expérience. Bon, c'est pas toujours facile parce que vous savez bien qu'on aime bien se créer sa propre expérience et après qu'on avance de par ses erreurs. Donc, il faut aussi de temps en temps accepter qu'il y ait des erreurs, mais il n'y a rien de grave, jamais rien de grave. C'est le quotidien qu'il faut gérer en fait et qui est compliqué parfois. Non, c'est ça. Voilà. Et c'est très intéressant. C'est pour ça que je trouve que la transmission, elle est d'autant plus importante aujourd'hui qu'on voit chez les vignerons qu'il y a aussi un vrai problème qui est autre que la non-transmission du fait que il y a personne derrière qui apprenne. Et ça, c'est terrible. On parle juste au niveau du vin, mais ça l'est aussi chez les artisans de bouche. On voit quand même que ce soit des bouchers, des charcutiers, et qui ont du mal en fait à trouver des repreneurs. C'est terrible. Donc la chance que vous avez aussi, c'est d'avoir une personne de la famille qui est là, voilà, et les choses se font naturellement. C'est super, c'est top. C'est pas toujours aussi simple. C'est pas. Je sais que par exemple, moi j'avais filmé de vignerons, je ne citerai pas le nom, mais en Bourgogne il y a une dizaine d'années. Il y avait le père et le fils qui étaient en pleine transmission. Et quand je posais la question comme ça,
un peu voilà en vidéo, comment se passe la transmission. Waouh, la réponse c'était compliqué. Hein. C'était vraiment ah ouais, ah ouais. Et on voit que c'est pas aussi simple et c'est normal parce que c'est une histoire aussi de famille, c'est une histoire de d'hommes et de femmes, de père et de fille et de relations forcément. Il faut avoir un père qui soit suffisamment intelligent pour pas prendre toute la place et pas vouloir que la fille reproduise évidemment le même schéma et en même temps qu'il accepte des idées neuves, mais aussi que elle ne soit pas pour tout révolutionner justement pour faire table rase du passé et tout transformer et tout révolutionner en fait. Et c'est ça qui est le plus. Juliette, elle sait que Triguedina, c'est un gros paquebot, quoi, et que le paquebot, quand il est lancé, ben, on ne change pas de route du jour au lendemain. Par petites touches. Mais si demain, elle disait, par exemple, ah, ben, je vais changer le style des vins, ça poserait problème. Mais elle a parfaitement compris qu'il fallait travailler dans le sens de la qualité, affiner les choses, sublimer le vin, mais pas changer radicalement la qualité. J'ai un exemple comme ça. Récemment, j'ai goûté les vins d'un vigneron de Loire. J'adore ces vins qui font très bien. Et le fils reprend tout ça. Et en fait, déjà, les étiquettes, tout a complètement changé. J'étais complètement perdu le goût des vins. Enfin, et je comprenais pas. Et en fait, il a pris une autre direction. Et je trouve ça assez triste de se dire, tiens, bah, en fait, on va écouter plutôt le consommateur qui ne connaît rien pour faire des vins qui correspondent à ce style-là. Non, c'est pas ça, en fait. On a la chance d'avoir des vins aboutis. On reste sur des vins aboutis et non aménagés pour pas attendre vers des vins inaboutis. La mode aujourd'hui, elle serait de dire qu'il faut faire des vins un peu fruités, faciles à boire, voilà, avec sans tanin. On leur met pas trop, on met presque des glaçons dans le verre pour les boire et sans alcool bientôt. Voilà. Nous, on est hors du temps. Voilà, on veut pas aller dans ce cheminement-là. On veut que nos vins ils aient une personnalité, une typicité. Et bien sûr qu'on mettra tous nos efforts pour faire encore mieux, encore plus affiné, plus élégant. Mais il faut qu'il y ait de la structure, il faut qu'il y ait du goût quand vous ouvrez votre bouteille. Il faut on peut, à ce stade-là, je pense que c'est important d'avoir une entrée de gamme, une cuvée qui soit plus facile, plus digeste, voilà, au niveau économique, parce que la partie économique est importante, justement, c'est comment arriver à gérer ça. Le domaine est assez grand, je crois. J'ai plus 75 hectares. 75 de rouge et de blanc, donc 5 hectares de blanc. Voilà, c'est rouge. Et d'ailleurs, nous avons créé une cuvée qui s'appelle French Malbec, qui se vend justement d'approche plus facile et qui va nous aider aussi à faire partie de la gestion, un peu la trésorerie, parce que il faut du temps, il faut de l'argent, ça se façonne. Il faut acheter des belles barriques, il ne faut pas acheter des mauvais bouchons, il faut tout aller dans le sens à tout niveau. Voilà. Ça prend du temps et ça, pour nous, c'est obligatoire de faire ce type de vin parce que sinon, on va oublier la typicité des Cahors, on va faire des vins qui seront banals et ça n'ira pas. Ce qu'on veut, c'est marquer. C'est toute l'intelligence d'avoir une entrée de gamme avec un peu de volume, tout ça, qui se vendent assez facilement, qui permet justement de continuer à persévérer justement dans la voie qui est un peu plus précise des vins d'identité du domaine. Ça, c'est important. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est Juliette justement qui reprend tout ça. Donc c'est vrai que il y a à la fois préserver cette identité, mais en même temps de renouveler, d'apporter justement un souffle, un souffle dans l'image, mais aussi un souffle dans les vins, un souffle un peu nouveau. Et ça, c'est toute la responsabilité maintenant de Juliette. La pression est là. Ouais, elle a un peu de pression, mais elle a du tempérament et du caractère et elle va tenir le coup. J'héritais de mon père. C'est important. C'est important parce que même à Cahors, il y a des styles différents du fait du terroir qui est très bouleversé, qui est très. Il n'y a pas un Cahors, il y a plein de Cahors. C'est vrai qu'il y a aussi des styles. Il y a des vignerons aussi qui ont apporté un autre souffle avec des vins complètement différents de ce qu'on peut être habitué, alors qu'on peut ringardiser peut-être l'image qu'on avait des Cahors qui étaient évidemment un peu, entre guillemets, rustiques. Mais en fait, le Cahors, c'est du Malbec, c'est un cépage qui a une autorité, du caractère, la poigne et des tanins. Et c'est une chance, les tanins. Et moi, comme je dis souvent, un vin rouge qui n'a pas de tanins, je m'emmerde. Ça me fait chier, j'en veux pas. Donc, si on goûte des vieux vins, il y a tanins fondus, mais il y a toujours de tanins, en fait. Et c'est une appellation comme vous, comme on peut aussi dire un madiran, que tanat, qui est un peu différent, tanin et acidité. Mais pour vous, c'est le Cahors. Et le Malbec, c'est un cépage qui a la chance d'avoir du tanin. Et il faut, je trouve tellement dommage de se retourner, de faire des vins complètement différents, d'après tout le travail qui a été fait, c'est-à-dire préserver justement
cette identité cadurcienne, c'est essentiel. Et ça, c'est une chance, je pense, aujourd'hui, d'avoir des vins aussi caractériels d'identité comme ça. Et ça, c'est top. Donc, en tout cas, je pense que la voie, elle est là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a aussi une cuvée, d'ailleurs, ça, c'est assez symptomatique, qui est très intéressante. C'est New Black Wine, justement. Euh, ah, voilà, tiens. Tout est prêt. On voit qu'il y a le marketing derrière. Génial. Non, stop. Et voilà, l'étiquette. Ah, c'est New. D'accord. New. Ouais, alors, comme je pense que la vidéo, elle est inversée. C'est volontaire. C'est volontaire. MBW pour New Black Wine ou que ça a l'air d'un New aussi. Ouais, c'est intéressant parce que justement, tu pourras nous raconter l'histoire depuis quand elle est là, mais je trouve que le process est hyper intéressant parce qu'on vient en fait à la notion typique vraiment du respect des lieux du terroir, de la végétation, de l'histoire aussi. Et ça, c'est top. Et ça, du coup, alors, racontez-nous cette cuvée-là parce que je trouve elle est vraiment intéressante et elle est pleine aussi de bon sens quelque part. C'est à la fois novateur, mais tout en respectant le vivant et d'où l'on vient. C'est totalement En fait, ça. vous le savez bien, l'histoire, c'est un éternel recommencement. Donc voilà, on s'est dit qu'au XVIIe siècle, il y a un vin qui s'appelait le Black Wine, qui était produit à Cahors. C'est un vin qui était très prisé par les Anglais, la clientèle anglaise et également la cour de Russie. Voilà. Ce vin était très particulier parce qu'en fait, il était chauffé dans des chaudrons pour que le vin puisse voyager et arriver en bon état de consommation sur les marchés de la cour d'Angleterre ou sur le marché londonien. Voilà. Donc, à l'époque, le Lot avait été aménagé d'ailleurs pour transporter ce type de vin sur des gabarres, des bateaux à fond plat, pour éviter d'accrocher les rochers, parce que c'était un peu chaotique le Lot. Et lorsque ça arrivait à Bordeaux, mais parfois c'était détourné parce que les Bordelais étaient très friands de ces vins très noirs, très denses, un peu épais, et ils en faisaient des coupages avec des clarets. Ou alors ils nous faisaient payer une taxe très très lourde pour Ah, pouvoir. ouais, on est bordelais, le sud-ouest, hein, on comprend un peu mieux parfois. Un petit conflit amical quand même hein, avec les Oui, Bordelais. oui, bien sûr. Mais bon, c'était l'époque, hein, c'était comme ça. Aujourd'hui, on C'est bonne guerre. est très amis. Aujourd'hui, ils nous font un peu moins d'ombre. Donc, aujourd'hui, C'est Cahors qui fait l'ombre à Bordeaux, en fait, maintenant. on a renversé la situation. Voilà. Et donc, en, en 1994, mon papa était encore là. Il était très content de voir ce projet et j'ai décidé de relancer un peu ce produit d'exception. En fait, j'ai pris la plus belle parcelle de la propriété qui se trouve à 300 mètres d'altitude sur un terroir argilo-calcaire avec du calcaire dur, du calcaire blanc, voilà, qui amène beaucoup de finesse et d'élégance. Donc j'ai pris ce très très beau terroir et on a récolté les raisins on les a posés sur des clés et les clés on les a conduits dans le four à pruneaux de mon cousin plutôt que de mettre dans des chaudrons, c'était beaucoup plus pratique et plus sain et plus propre aussi. Hein. C'est mieux aussi que par exemple les amarants qui les mettent sur des galets, ouais. Nous on met dans le four et il n'y a pas de possibilité de pollution quelconque. Donc le raisin passe une partie de la nuit dans le four, il est légèrement flétri et le lendemain il est récupéré frais, il est amené à la cave, il est raflé et grappé de manière à ce qu'il n'y ait pas de végétal dans la cuve. Et toutes les graines sont mises donc en cuve et la cuve est ensuite remplie avec du raisin frais de la même parcelle parce qu'il y a toujours cette notion qu'il faut conserver le terroir. Ça c'est très important le terroir. On en revient toujours à ça. C'est ce qui fait nos différences aussi. Voilà, donc les raisins donc, fermentent normalement et la fermentation est complètement aboutie. Donc ça donne des vins un peu puissants parce que souvent ils sont aux alentours des 14 et demi, mais ça reste toujours parce qu'il y a toute la fraîcheur. Il y a aussi une palette aromatique extraordinaire parce qu'on trouve dans ce vin d'exception à la fois des arômes de fruits frais mais aussi des arômes de fruits confits. Donc la palette est énorme, elle est très très large et elle autorise une association très particulière sur ce type de vin parce qu'il y a des arômes aussi un peu confiturés, des arômes de pruneaux, de myrtille, de fruits noirs, de fruits rouges et donc ça nous permet aussi d'accompagner des plats un peu différents, un peu sucré-salé, gredou, voire sur des desserts un peu chocolatés. Vous pouvez imaginer une forêt noire avec des cerises confites à côté. C'est même un pruneau entouré d'un lard fumé un petit peu poivré, épicé, c'est top quoi. Hein. Voilà, ça donne faim. Ça donne faim.
parle beaucoup il- parce que vous pouvez le mettre au moment du service en carafe et vous allez voir, il s'ouvre tout de suite et puis il change constamment. On a une palette énorme d'arômes. Voilà. Et donc on est très content d'avoir laissé ce produit. Au départ, j'étais pas sûr de moi, mais c'était une première. Donc j'ai fait d'abord le vin. c'était Quand j'étais sur c'était quand la première? en 94. 94, 1994. C'est les 30 ans. Alors, c'était le Black Wine, non, à l'époque, ou Oui, le Black Wine. c'était Black Wine? Et voilà. Et là, c'est New Black Wine. New Black Wine, Et- C'est nouveau. New Black Wine. Et pour déposer la marque, on était obligé de rajouter The New Black Wine. Ok. Voilà. Et parce que sinon, tout le monde peut utiliser Black Wine, il n'y a pas de problème. On prend pas de risque. On prend pas de risque à ce niveau-là. Donc, Bon, ça a été ah, reconnu de qualité et d'exception. On a rencontré avec Sabine, ma femme, on a rencontré sur un petit salon à côté, là, à Tournon d'Agenais, on a rencontré une artiste anglaise qui faisait des vitraux. Donc, Sabine et moi, on a raconté l'histoire de ce Black Wine à cette artiste anglaise et on lui a demandé si elle ne voulait pas nous faire un vitrail racontant justement la manière de faire ce vin. Donc, elle nous a créé le vitrail. Et nous avons ensuite utilisé ces vitrails pour en faire l'étiquette. Voilà, vous l'avez sur l'étiquette. ouais, c'est génial. Voilà. Non, mais c'est une belle, c'est une belle idée. Et j'aime bien l'idée aussi du four à prono parce que on revient aussi au vivant, c'est-à-dire au local et à Agen qui n'est pas si loin que ça. Et clairement, on est dans le respect du vivant et de l'histoire et de tout ce qui résulte en fait de l'environnement direct et indirect des vignobles parce que on va parler justement aussi de l'évolution aussi de la conduite des vignes parce que ça c'est quelque chose d'important. Entre justement les années 80-90, on avait une autre vision évidemment de cette culture-là et en fait aujourd'hui on voit que les choses ont évolué dans le bon sens et heureusement. Bien sûr. Et aussi fortement c'est des choses que parce que l'ancienne génération qui était la tienne aussi, on nous avait pas appris à travailler de la même manière que aujourd'hui sans doute des jeunes qui ont une vision et on offre aussi notre vision différente et qui fait que forcément les anciennes générations, on a appris à travailler de manière complètement différente et c'était pas simple de vouloir changer les choses parce que je pense que les 70-80, quand on voulait essayer de faire autrement, un peu bio, je pense qu'on a été pris un peu pour des huluberlus. Les années Des illuminés. en fait, moi je les ai vécues, donc je peux en parler aisément. Fin 70, début 80, la saison était beaucoup plus longue, c'est-à-dire que pour arriver à de belles maturités, il fallait attendre jusqu'en fin octobre, début novembre. Donc c'était assez compliqué et encore on n'arrivait pas tout à fait à la maturité idoine de nos Malbec. Souvent, on retrouvait un petit peu ce grain de tanin un peu dur, ce qui fait que souvent on disait ouais, le corps, Le rustique. c'est riche, mais il y a toujours ce tanin là qui est là, qui est un peu cailleux, qui accroche un peu le palais. Voilà. Donc il fallait vraiment faire des petits rendements pour essayer d'avancer un peu la maturité du raisin. Voilà, c'est ce qu'on faisait à l'époque, mais le climat nous aidait moins qu'aujourd'hui. Et Franchement, ton père, il supportait pas ça, voilà. que vous En coupiez plus, du raisin. ouais, mon papa, chaque fois que j'allais couper des raisins avec mes équipes, il se mettait en colère. Il me disait, mais tu n'as pas connu des périodes de gelée, des périodes où il n'y avait pas de raisin, il faut faire de la réserve. Voilà. On n'était pas toujours officiel pour s'entendre parce que moi j'étais jeune et plein de caractère et donc je réussissais à imposer un peu ma façon de faire. Et puis Chose que Juliette fait aussi maintenant. Juste ce qu'il faut pour que l'équilibre soit là. Pour vous la décrire, c'est une main de fer dans un canne de velours. C'est ça. Comme le vin, hein, comme les vins de Cahors, hein, c'est ça aussi. Donc c'est hyper intéressant de voir ça. Alors, du coup, il y a ce travail des vignes, donc la conduite de la vigne qui aujourd'hui elle est différente, j'imagine, par rapport à il y a 30-40 ans, ce qui est logique pas par rapport au domaine, mais par rapport à l'histoire aujourd'hui. Comment ça se passe pour un domaine aussi important? C'est pas simple à mettre en œuvre. C'est une discipline. On peut se faire déborder assez vite. Voilà, mais je veux dire, faire du vin, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail à la vigne, parce que c'est à partir de beaux raisins qu'on arrivera à faire de grands vins. Tout le reste, c'est relativement facile. Mais c'est avant que ça se joue. C'est pour ça que nous, on parle surtout en fait d'une expression du terroir, parce qu'au final, à la cave, on ne va pas chercher à modifier le raisin, mais juste en valeur en fait le produit qu'on a reçu. On a eu des consignes comme quoi il fallait éteindre le téléphone. Voilà.
C'est ça, c'est cool, c'est les aléas du direct, c'est ça qui est bon, quoi. C'est top. En plus, c'est C'est bon. moi qui m'appelle parce qu'il est dans la région, il vient me voir. Ah. Non, je pensais que c'était. Ça aurait pu être maman qui dit tu ramènes le pain hein, pour midi. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est pour revenir en fait à cette vision-là. C'est un domaine qui est important et évidemment que le vin c'est à la vigne. 80% du travail c'est à la vigne et clairement c'est le plus important. Mais justement quand un domaine aussi important, quand on parle du bio par exemple, sur un domaine aussi important, c'est excessivement compliqué et pour le coup faut Avoir les équipes pour, hein, parce Oui, et que, puis franchement, c'est pas dans nos philosophies que de faire du bio. en Parce fait, nous, que là, on est dans une philosophie pour obtenir la certification qui est vigneron engagé. Donc, ouais. en fait, plus de viticulture du bon sens. voilà. Donc, on va essayer de trouver comment avoir un bon équilibre parce que même si on n'est pas bio, on a envie d'arriver à respecter et transmettre. On est le borderline, ouais. On Voilà. est juste tout près du bio. Mais nous, la certification en vigneron engagé, elle est beaucoup plus complète parce qu'elle part en fait de la vigne jusqu'au verre, hein, avec tout ce qui est environnement, tout ce qui est respect de l'environnement, voilà, tout ce qui est travail, les relations. Non, mais il n'y a pas, il y a aucun jugement de valeur. Je pense que quand on a un domaine qui a 5 hectares, 6 hectares, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et aussi, il y a une philosophie derrière, philosophie derrière. Il ne faut pas de dogme non plus. Donc, je pense que le dogme n'a pas sa place quand on a un domaine aussi important de se dire, je vais pas être bio pour être bio. Commercialement parlant, c'est d'être valable, mais c'est pas viable sur le terrain parce que c'est beaucoup trop contraignant à plein de niveaux. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement entendable, audible. Donc, il n'y a même pas de justification à avoir là-dessus. Je trouve que c'est un discours qui est honnête, sincère et qui est en fait de bon sens. Et clairement, aujourd'hui, on est dans un monde qui vit à contresens. Donc, quand on va dans le bon sens, on a plus de mal à se faire comprendre, en fait. J'ai l'impression que, voilà. Mais ça, c'est bien. Donc, c'est hyper honnête et c'est important. Ouais. D'autant plus quand il y aura le fiston, enfin, qui va revenir justement pour apporter sa touche aussi de justement cette esthétique paysagère, mais qui n'est pas que esthétique, hein, qui va apporter forcément plein de choses à la propriété, c'est top, quoi. Donc c'est On a commencé un peu parce qu'on a planté des oliviers, des Ouais. chênes truffiers, on a des petits vergers. Et Voilà. après, on a planté des haies autour de plusieurs parcelles avec des essences qui sont locales. Donc, c'est pour justement recréer en fait une biodiversité autour de nos parcelles. Et qui existait avant, sans on doute. va également mettre des ruches aussi chez nous pour avoir des abeilles. Allez, vous allez pouvoir déménager dans le Larzac. Vous avez tout un petit pâturage, et les moutons, tout ça. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est top de cours. Alors, les huiles d'olive, Huile éventuellement. d'olive du domaine, voilà. Ouais. Ouais, non, mais il faut se diversifier, c'est bien. Ça amène aussi du renouveau, c'est cool. On a planté 250 oliviers. Ah ouais, c'est Sur les... c'est pas mal. Ah ouais. Mais Jean-Luc Baldès, il fait pas dans la demi-mesure en général. Donc, quand on fait des oliviers, on en plante Quand beaucoup. on voit qu'il faut 10 Alors, un litre est-ce que d'olive, Juliette était d'accord là-dessus? Il n'y a pas de souci, ça va? Juliette, c'est On bon? les a... Peut-être un peu. D'ailleurs, quand on les a plantés, j'étais là, c'était pendant j'aurais des pas fait vacances. si elle n'avait pas été d'accord. Hein. Ouais, mais peut-être qu'elle en voulait un peu moins, peut-être pour commencer, et faire petit à petit, peut-être, non, ça va? Non, mais c'est génial. Et c'est vrai que voilà, on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a et de repenser en fait. Comme on dit souvent en commerce, c'est aussi diversifier. Mais si c'est pour faire une gamme de 17, 18, 20, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. C'est pas possible. En revanche, de resserrer au maximum vers une cohérence. Et après, commercialement parlant, est-ce que le domaine, il vend beaucoup au domaine ou pas? Non, a priori, c'est peut-être plus au professionnel, j'imagine. En fait, un pavillon de no tourisme. Donc, on a toute une offre no touristique qui est destinée aux visiteurs. Donc, on est quand même assez loin des différents points touristiques. Donc, il faut vouloir venir jusqu'au domaine. Parce qu'on est à Tocar, 1 heure de Rocamadour, 1 heure du Coffre de Padirac. On est assez éloigné. Donc, quand ils viennent, on a envie qu'ils aient une vraie prestation, qu'on puisse leur offrir une expérience Claude Trigodina qui s'imprègne du domaine. C'est travail, ça aussi en plus. Bien que ça s'appelle Trigodina, ce qui veut dire il me tarde de dîner, donc de boire, puisque c'est une étape sur le chemin de Compostelle.
C'est pas pour ça que les gens passent chez nous. Ils passent pas, ils viennent chez nous. Oui. C'est différent. Oui, oui, c'est vrai. Il faut se déplacer. Hein. On ne vient pas par hasard, en fait. Donc, Sont ambassadeurs à vie parce qu'on les accueille. Ben voilà, Sabine a mis en place plusieurs formules d'accueil et donc ils sont reçus de la meilleure façon possible par le vigneron ou la vigneronne ou la fille du vigneron. Et, c'est bien. des événements aussi, on fait pas mal de choses. Donc on a quand même pas mal de ventes sur le domaine. Et après, sinon, on a développé un réseau de distribution qui est bien construit, que ça soit à l'export ou en France. On fait D'accord. quasiment 30% des ventes à l'export et le reste Ouais. la France, donc C'est bien. destination. C'est un vignoble C'est bien. autonome, si vous voulez. Donc on maîtrise Ouais. la production, mais on maîtrise aussi toute la commercialisation. Oui. Alors, on n'est pas Et- tributaire des caprices du négoce. Ouais, ça, c'est hyper important. On parle de mode en général. La mode est toujours un contresens. Voilà, le non-sens à la mode. Forcément, on est ancré et là aussi, ça passe par la maîtrise de ces circuits de distribution. Au niveau économique, c'est important parce que quand le marché se retourne, comme on a pu connaître ces dernières années, forcément, si on n'a pas un socle de clients justement qui est bien établi avec une cohérence tarifaire qui est essentielle, c'est compliqué. Et j'imagine que au domaine, ça représente combien de pourcentage la clientèle au domaine? On C'est est 30% au domaine. Hein. un peu moins, Bien. 20%. Entre 25 et 30%, mais Ouais. depuis qu'on a le Parce tourisme, que, ouais, parce que du coup, vous êtes au salon des vignerons indépendants, je crois. Ça prouve que vous avez aussi une clientèle qui est là, qui est ancrée. Alors après, la difficulté, c'est toujours ça, c'est comment on arrive à trouver une clientèle bon, qui est peut-être historiquement parlant fidèle à vous depuis longtemps, mais il ne faut pas que ce soit un fardeau au niveau économique, parce que c'est vrai que si vous avez des prix qui sont effectivement trop bas au domaine, la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas ensuite travailler avec les professionnels, parce que si vous avez des tarifs, vous n'allez pas faire 50 ou 40% sur des prix bas. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on hausse le prix en fait au domaine pour justement justifier des prix en fait professionnels qui sont cohérents, pour qu'on puisse travailler avec les professionnels. C'est important pour avoir aussi des ambassadeurs qui sont assez puissants, quoi. Donc c'est là où on arrive à trouver le bon équilibre. On a une politique tarifaire qui est bien construite, qui permet aux consommateurs final de nous retrouver au même prix à peu près, enfin à quelques euros près. Important. Chez le caviste, c'est vraiment assez proche. Donc ça permet d'éviter de défavoriser le caviste. Ok. C'est là qu'on voit. Moi, je prends l'exemple. Tiens, en Alsace, c'était un domaine à Ibissane que j'adore, c'est leur vin, c'était la famille Héberger, et qui bossait vraiment bien avec des prix tout doux. Et c'est vrai qu'à l'époque, je faisais une sélection pour un site qui s'appelait Votre Sommelier. On voulait bosser avec eux. Le problème, c'est que leur prix, en fait, au domaine était vraiment dérisoire. C'est genre, c'était 10 euros et les recours étaient à 13, 14 euros. Le problème, c'est qu'au niveau pro, forcément, ils étaient à 20% moins. Enfin, ils enlevaient la TVA quasiment. Donc, c'était impossible de travailler avec eux parce qu'évidemment, la marge de x2, entre guillemets, rapporter les vins peut-être à 20 euros, 19 euros chez caviste et à 10 euros domaine, c'est pas possible. Donc, c'est vrai qu'à un moment où il faut justement trouver l'équilibre en disant, on va monter un peu les prix au domaine pour justement laisser la place pour que le professionnel ait envie de travailler aussi avec nous parce qu'il y gagne et que tout le monde a sa place. Et ça, c'est hyper important et c'est pas toujours facile à mettre en place, surtout quand on a une clientèle particulière qui est historique, qui est fidèle. Moi, j'ai rencontré pas mal de vignerons qui voulaient faire de meilleurs vins, mettre plus de moyens. Et en fait, leur vin était tellement peu cher. J'ai en fait, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est monter les prix. Et là, c'était la barrière pas possible. Il faut avoir les moyens, avoir les moyens de sa politique et en plus, le caviste ou le restaurateur qui joue un rôle d'ambassadeur, s'y retrouve. Sinon, on leur coupe l'air sous les pieds, ils ne vont pas nous aider longtemps. Hein. Bien sûr. C'est là la difficulté que on dit attention, on voit la problématique qu'il y a avec les Beaujolais nouveaux aujourd'hui. Hein, donc il y a un moment où voilà, il faut être cohérent. C'est pas simple. Et en tout cas, c'est un domaine en plus important. Il faut bien maîtriser ça. Et quand vous avez déjà vous maîtrisez ce sujet-là, vous êtes en sécurité, rassuré, et puis vous pouvez construire encore plus facilement des fondations qui sont déjà là. Quoi. Ça, c'est bravo. Quoi. C'est génial. Quand on fait des vignerons indépendants, en fait, on ne gêne pas les cavistes parce qu'on est là que tous les ans par ville. On fait que 4 villes en fait. Et nos prix sont étudiés de manière à ce que le caviste retrouve au même prix. Bien sûr. Enfin, le client caviste, je veux dire. Le client caviste retrouve au même prix. Et je pense qu'au salon du vin indépendant, en fait, ce sont vos clients parisiens qui viennent vous rendre visite pour goûter les vins, pour récupérer éventuellement leurs commandes. Et c'est ça, en fait. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus.
Voilà, ils veulent échanger avec les vignerons, ils veulent ce contact. Et après, C'est nous, important. nous, une fois qu'ils ont acheté sur le stand au Salon des vignerons indépendants, s'ils ont envie de faire du réassort en cours d'année, nous, on les redirige automatiquement vers nos clients parce Mais qu'ils les ont cavistes. intérêt à Bien sûr. Donc, Non, c'est bien. C'est en toute intelligence et on parle de bon sens. Ça fait partie évidemment du bon sens. Et évidemment, bah il y a le papa, la fille, il y a le frère, il y a les mamans aussi. Et ça, c'est tout les cordons de la bourse hein, souvent. Donc il faut qu'ils soient bien gérés pour que justement tout le monde soit rassuré. Et c'est top. En tout cas, bravo parce que on a l'impression que je connais un peu la gamme et les vins, mais il faut que j'en goûte d'ailleurs à l'occasion parce que je passerai au salon des vignerons indépendants parce que c'est pas loin de chez moi et que du coup, Juliette, je serai convié, invité à venir présenter tes vins si tu veux à la maison avec quelques camarades. On viendra forcément avec des vins et des pâtés, des bonnes choses à manger. Pas forcément très vegan, mais on s'en fout. Et Joe Landron l'avait fait l'année dernière, c'était top et c'est des moments sympas. Donc c'est l'occasion, pourquoi pas de le faire avec grand plaisir. Et c'est top quoi. Et je passerai de toute façon au salon, effectivement, avec plaisir. En tout cas, c'est un moment super sympa. On n'a pas fini encore. Hein, il y a peut-être des choses à aborder. Il ne faut pas hésiter. Je pense que Juliette, justement, c'est maintenant la vision. Qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter sur ton domaine, la continuité, mais peut-être des petites choses des choses qui tiennent à cœur, justement. ouais, alors, vu que ça fait que 1 an pour le moment que je reprends, j'ai envie de me prendre bien en main l'outil que mes parents me transmettent, parce que c'est une chance de connaître les terroirs, comment ils fonctionnent. Chaque année est différente, donc c'est pas en un millésime qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, où on a envie d'aller. Il faut faire au moins 3-5, je pense, pour commencer un petit peu à s'approprier. Et encore, on en apprend Moi, toute la j'apprends vie. encore tous les ans. Hein. Alors, si on se met à la place d'un nouveau vigneron qui s'installe, donc il y a un nouveau végétal, un nouveau terroir, et qui en plus il faut qu'il fasse un parc aussi de barriques entre guillemets. Il a lui carrément l'aveuglette. Là, qui est un peu moins le cas pour toi, puisque tu as aussi le recul du travail de papa jusque-là, donc c'est assez rassurant. Tu pars pas de zéro, c'est plutôt cool. C'est clair, c'est pas le même challenge. Enfin, c'est deux Ouais, challenges différents. bah, carrément. De s'installer, du coup, on a carte blanche et on peut faire ce qu'on veut, mais il y a toute une difficulté qui peut être de trésorerie, de savoir comment va être notre vigne, quelle barrique je vais utiliser, comment je vais la vinifier, construire tout son fichier client, sa politique tarif, enfin, il faut tout faire. Alors que moi, je suis dans une machine qui est déjà pleinement en route. Vous savez que vous arrivez chez nous, il y a un musée familial aussi. Hein. Voilà. Voilà. C'est bien. Non, mais ça, c'est génial, ça, c'est l'histoire et on est plongé dedans. Et là, il y a une passation, enfin une transmission avec la jeune génération qui a l'air d'être ouvert d'esprit aussi du fait de tes voyages à l'étranger, évidemment. Mais alors, du coup, maintenant, Juliette, et est-ce que les étiquettes vont changer? Est-ce que tout ça, enfin, c'est toute une vision globale en disant, bah, qu'est-ce que la petite touche Juliette va apporter en plus, outre le côté bourguignon du papa, mais qui donne la finesse dans les vins. Mais Juliette, c'est pas parce que Juliette, c'est une jeune fille, une jeune femme, qu'elle va faire des vins très fins, très élégants. Elle peut aussi faire des vins un peu plus structurés aussi, hein, c'est encore une fois. Hein. Je pense tendre vers, c'est le travail, hein, aller de plus en plus vers une finesse des vins qu'on a déjà, mais je pense qu'on est capable. Surtout maintenant, en fait, on a un changement climatique. Donc, je pense que ces dernières années, enfin, tu me diras si je me trompe, mais on a fait les meilleurs Malbec qu'on pouvait faire parce qu'on atteint vraiment la maturité optimale. On vendange quand même assez tard, mais cette maturité nous permet d'avoir des tanins qui sont de plus en plus fins, élégants, très soyeux. En ce qui nous concerne, nous, on est très favorable pour le changement climatique. On n'est pas favorable, mais Ouais. À notre niveau, hein, localement, je parle. On s'adapte. Alors, après, je pense, Jean-Luc, par rapport à ce qui est top, c'est que vous avez un microclimat, on peut dire, encore une fois, la distance entre l'océan Atlantique, Méditerranée et les Pyrénées, qui font que tu as la chance aussi d'avoir, un peu comme à Bordeaux d'ailleurs, qui sont d'avoir une arrière-saison qui vraiment permettre des réajustements en fait dans les maturités. Et ça, c'est top. C'est-à-dire que les raisins ne mûrissent pas d'un coup en 2-3 jours, c'est par palier, j'imagine. Et ça, c'est quelque chose qui est une chance aujourd'hui, j'imagine par rapport à il y a bien longtemps. Après, voilà, il faut maîtriser, bien sûr, mais je trouve que ça, c'est quelque chose qui amène la bonne maturité et en plus de la fraîcheur, en fait. Parce que ça, il y a des beaux tanins, le fruit, avec l'énergie du fruit qu'il y a derrière, c'est top. Et c'est ça, Cahors. Cahors, c'est
pour moi, hein, clairement, moi je prends un exemple, alors bon, c'était pas contre Luna, mais je veux dire, j'avais un souvenir un peu rustique, entre guillemets, des châteaux de Chambord à l'époque, et j'avais goûté en 2010, quand on faisait goûter chez Pro Dégustation il y a quelques années, mais je me suis absolument régalé. Et j'ai dit que j'étais heureux parce que j'en retrouvais le côté énergique, mais sous les tanins qui étaient beaux. Et un Cahors où on lisse les tanins, ça, pour moi, ça me pose problème parce qu'on n'est plus en fait dans l'identité de ce qu'est un Cahors. Et je pense que c'est ça qui est important. Encore une fois, le tanin n'est pas un souci quand il est parfaitement digéré par à la fois la matière et l'énergie. Et ça, c'est important. Et quand on retrouve le fruit, c'est les trois dimensions du fruit. C'est la pulpe, c'est le noyau et c'est la peau, en fait. Et ça, c'est tellement important. Et j'ai le sentiment de goûter de plus en plus de vins rouges qui sont inaboutis aujourd'hui. Quand je parle de nouveaux vins rouges millésime récent, on sent une pression, alors pas de Cahors, je parle en général dans toute la France. Et je me dis, c'est quand même dommage. Et là, il y a la pression, effectivement, de trésorière aussi, de trésorerie, financière qu'on ressent. Et c'est le consommateur qui en pâtit, hein, parce que les vins deviennent de plus en plus chers. Donc, ce qui est top, c'est de pas rester dans cette identité-là, en fait. Ça prend plus de travail, plus de temps aussi, plus de patience. Je pense que le vin, c'est un hymne à la lenteur. Hein, donc, Pour nous, le grand vin, c'est un vin qui doit aussi pouvoir se boire jeune et se garder longtemps. Voilà. Nous, on travaille sur cet équilibre-là. Parce que bien sûr. de faire des vins qui vont pouvoir évoluer et ça se perçoit dans la gamme, ça se perçoit dans les millésimes qu'on garde en cave. L'autre jour, quand on en discutait, je vous expliquais que sur Probus, en fait, tous les ans, on garde un stock. Quand on voit qu'on arrive à la fin des ventes de Probus, on stoppe les ventes, on va les garder et les faire évoluer chez nous en cave pour les relibérer par la suite. Donc là, par exemple, on le fait sur le Probus 2004. Donc Ouais. 2004. Super. Non, mais c'est top, c'est top. C'est ça. Pour moi, le vin, c'est ça. C'est préserver toute identité. On a une collection de vins de Trigedina de 40 millésimes. Ouais, on remonte jusqu'à 67. Ah, c'est génial. Ah, il y a des vins plus vieux que moi. Plus vieux que moi. On a des Et trésors. on a du plaisir à goûter ces vieilles bouteilles aussi. Ouais. Tout le monde a oublié ce que c'est qu'un vin vieux comme ça. Mais en fait, moi, j'ai la chance de travailler notamment à la Tour d'Argent et chez la Serre. Donc, c'est des restaurants mythiques pour les vins parce qu'il y a des très vieux millésimes. Donc, moi, goûter des vins qui avaient 50 ans, 40 ans, 60 ans, c'était pour moi assez quotidien. Mais c'est aussi une philosophie qui est intéressante. Et quand on fait goûter des vieux vins, j'ai fait goûter en 2000. Bon, c'est un Bourgogne de chez Leroy. Mes amis qui n'avaient pas l'habitude étaient waouh, c'est incroyable. Pourtant, ils n'ont pas goûté de vin des années 80, 70. Il y a une histoire derrière. Il y a un process qui est différent. Le vin se raconte dans le verre. Et on se dit, mais en fait, à l'époque, ah ouais, c'est mon grand-père, c'est mon papa qui a fait ça. Oh, c'était pas c'est pas le même travail, c'est différent et ça donne quelque chose c'est top. C'est quand on a le luxe de se donner la chance de pouvoir le faire, de garder les vieux millésimes, c'est génial. Pour vous, ça ancre davantage. Voilà. Ça prend de la place et ça coûte cher le stock, mais ça en vaut clairement la peine. Hein, Ouais. C'est l'histoire, c'est. C'est combien de bouteilles par an pour le Denis Prince Probus? C'est quoi? C'est combien de bouteilles vous laissez de... On met à peu près 600 bouteilles de Probus de côté tous les ans. Ouais. D'accord. Ouais, c'est bien. Ah, ça fait c'est un bon stock. C'est pas 60 bouteilles. Hein. 600, c'est pas mal. Non, il faut que ce soit significatif. Sinon, Ça on demande 6 bouteilles. Vous dites, ah, mais non, je peux en donner qu'une. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une bouteille? Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai. Non, c'est bien. Moi, je garde les vins chez moi. J'ai 600 bouteilles de vin. C'est des millésimes qui commencent à vraiment évoluer. C'est plutôt cool. Voilà. Mais après, voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cave, n'est pas non plus passionné. Voilà, mais c'est important de rester là-dedans, de se dire, on va pas tout changer. C'est un choix. Avoir une. En fait, de pouvoir montrer comment ça Bien sûr. évolue. On a également des magnums. Hein. Tous les ans, on garde des magnums de côté. Ah, bah oui, c'est ce qu'il y a de mieux, le Magnum. Surtout quand on a la chance d'avoir une femme qui boit pas de vin. Ouais. Bah non, mais non, Magnum, c'est top. Moi, j'ai quelques Magnum aussi, mais j'ai moins de place pour ça. Mais le Magnum, c'est génial. Puis quand on arrive à table avec un Magnum tout de suite, on est plus heureux parce qu'on sait qu'on a plus à boire. Et puis le module est agréable. Ça impressionne tout de suite un Magnum. La prestance. Vous savez que, ouais, pardon. Vous savez que dans la Tour d'Argent, vous en parlez souvent. On a fait nous un dîner, un repas avec des journalistes il y a quelques années, et donc on a visité la cave de la Tour d'Argent. On est descendu avec Monsieur Rijouet à l'époque, David. Et David, ouais. En sortant de l'ascenseur, sur le mur, il y a un petit cadre comme ça, c'est marqué Probus.
Ah, Vous n'avez pas vu ça? non, alors mais j'ai bossé là-bas en Ah ouais? 98. Oui. Ouais. Ah ouais, ouais. J'aime bien Juliette. Ah oui, oui, parce que je vois, Juliette, t'étais à peine pas née en fait. T'es pas née, hein. Non. Tiens, j'étais juste sommelier là-bas en 98. Ça disait, mais il est si vieux que ça, Emmanuel? Bah oui, je suis vieux. Euh, enfin, je suis entre deux âges, on va dire, c'est comme ça. Mais le bon vin, ça conserve plutôt bien, Ouais. donc c'est plutôt cool et c'est ça qui est important. Euh, Juliette, est-ce que tu as un petit truc à rajouter à la communauté qui est là, pour donner envie de venir au domaine où tu tes vins? Enfin, tes vins maintenant, enfin, je dis tes vins, mais c'est le domaine. Venir au domaine, déjà, cet été, on fait 2 super événements. On va faire du cinéma en plein air. Où on va Ah, le film Ce qui nous lie. Je sais pas si vous ah, l'avez c'est bien. parce Ouais, stop. que les enfants s'appellent Jean et Juliette, donc comme mon frère et moi. Donc c'est une jolie transmission, donc ça nous faisait plaisir de le. Ah, génial. Et après, je fais aussi un festival de musique fin août qui a plus une cible, on va dire, jeune. Donc c'est pour justement un peu renouveler notre clientèle, refaire découvrir le Clos Trigedina. Ouais. Pour montrer que bah, le vin c'est cool, ça peut aussi s'associer à d'autres occasions qu'un repas. Parce que parfois on peut dire ah, bah, le cahors c'est le vin de nos parents. Donc c'est justement bah, dissocier cette image et montrer que toute ma génération peut s'y intéresser. Et après, bah, venir goûter mes vins, les gens peuvent déjà venir. Et les 2023, ils sont sur cuve ou en barrique. Donc ils sont les bienvenus pour les déguster. Et je leur parlerai avec plaisir de tout ce qui a été fait avant parce que même si j'étais pas toujours là, j'ai vu de près ou de loin ce qui se passait et plein de choses à raconter. Voilà. Ah, c'est cool. Donc, papa, il est fier de la Très, transmission. très heureux, j'ai beaucoup de chance, je reconnais. Ouais. Bah, moi aussi, je suis fière. Ouais. Je pense que c'est une chance pour vous deux, en fait, pour la famille, pour tout le monde, parce que c'est rare. Ouais. C'est pas simple d'avoir une transmission qui soit aussi naturelle, aussi juste, aussi voilà, bien vécue Ça aussi. nous aurait Donc, de vendre le domaine. Ça pardon? nous aurait fait dépit de vendre le domaine. Même Ah non, mais ça, c'est une catastrophe. Et malheureusement, comme j'ai pu dire tout à l'heure, il y a pas mal de domaines qui n'ont pas cette chance-là. Et c'est dur. C'est dur de voir le fruit de son travail d'une vie, parce que c'est ça. Et pour le domaine, c'est pas une vie, c'est sept vies, enfin sept générations, je crois. C'est la septième, hein, Juliette, hein, un domaine comme ça se conduit pas sans passion. Quoi. Donc, bien sûr. avec l'argent, on peut Attends. faire plein de choses, mais s'il n'y a pas la passion derrière, C'est pas ça, possible. c'est- C'est tellement un métier qui est prenant Ouais. et enfin dans tous les sens du terme parce que la journée on peut être à la vie, ensuite au chez, après au commerce, ensuite il faut être avec les clients, un il faut savoir accueil, tout voilà. faire. Donc c'est tellement Ah, que si on n'est pas passionné, ça... enfin je connais pas de vignerons qui marchent s'ils n'ont pas la passion. C'est 4 métiers, 4 ou 5 vous savez, comme je dis souvent, pour faire des grands vins, d'émotion, des grands vins, il faut être en paix, voilà, avec soi-même et avec tout ce qui est autour. Il y a il y a pas mal de vignerons parfois qui sont un peu en guerre ça se ressent dans le vin. Et c'est un style de vin, hein, et c'est dommage. Mais donc bravo, on voit que vous êtes en paix avec vous-même et avec la terre qui vous lie. Et c'est top, quoi. Donc c'est génial. Donc j'ai hâte de regoûter les vins du coup un peu différemment maintenant qu'on a vécu ce moment-là. Forcément, il y a d'autres choses à percevoir dans les vins. Donc ça, c'est cool. Elle était là déjà en 2019, ouais. donc les vins sont déjà très élégants, très affinés, très féminins. Non. Ouais, mais je veux dire dans les vins dans l'ensemble. Je vais pas associer forcément le vin à uniquement Juliette, mais au domaine en fait, et de voir après l'évolution hein, du style de vin. Mais évidemment, ce sera Juliette qui les portera ces vins-là. Voilà. Mais là, c'est les vins du Côte-Rugina quoi qu'il arrive. Et puis peut-être dans 15 ans, 20 ans, évidemment, si on compare, mais il n'y aura pas que la pâte de Juliette, c'est la pâte aussi du climat qui change, de tout ça. Et c'est juste de voir la saine évolution qu'il y a. Sans révolution, hein, qui est forcément destructrice et catastrophique. Ouais. Donc, c'est important ça, donc c'est cool. Donc, c'est bien, je trouve ça, enfin, ça me fait plaisir en tout cas d'avoir partagé ce direct-là avec vous, parce que c'est quelque chose que je faisais pas mal il y a quelques années, que je vais reproduire. Il fait beau, le soleil, le ciel est bleu, Il y a la mascotte. génial. Je vous montre la mascotte. Ah bah ouais, ouais, génial. Bah, écoutez, au plaisir en tout cas de vous voir sur place, pas exemple pour moi, mais en tout cas au salon, j'y passerai forcément. Avec- Donc à Paris. Et on s'est en courant là-dessus, en tout cas avec grand plaisir. Et bravo à tout pour le travail déjà du papa.
pour toutes ces décennies-là et pour le travail aussi maintenant actuel de Juliette et même sans oublier la famille. Oui. Mais merci pour ce temps que vous nous avez donné aussi. Ça nous a permis de nous expliquer Ah, le domaine. je suis là pour très intéressant ce petit âge où alors l'exploitation est à Cahors. Donc Viry du Lot, c'est ça, hein, je crois. C'est Bien sur l'autre. Bien sûr. ça. Donc voilà. Donc du coup, effectivement, l'idée c'est vraiment de vous faire plaisir à les rencontrer, aller sur place, hein, rencontrer. Et puis voilà. Bah, écoutez, bonne journée. Je pense qu'il a fait un peu chaud chez vous. Bon courage. Merci. L'info. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Salut. J'espère que ce direct vous a plu, en tout cas. N'hésitez pas à aller au domaine, à acheter des vins éventuellement, ça c'est plutôt cool. Ouais, je vais essayer de produire ça de temps en temps. C'est pas mal de travail, mais c'est cool, donc avec grand plaisir. Et bah voilà, je vous dis à bientôt. Je pense qu'il y a un enregistrement, mais je pense que le domaine saura quoi en faire. Voilà, je vous dis à bientôt et belle journée à tout le monde. Et merci d'être fidèles et de nous avoir suivis.